Eh bien, bonjour. Permettez-moi juste un Oui, petit préalable pour dire d'où je parle. Dans ce colloque où il y a des Palestiniens et des Israéliens qui sont pour moi les premiers intéressés et ayant fait beaucoup de terrain comme journaliste à travers plusieurs conflits, je paraphraserai un personnage connu de l'histoire de France pour dire que le terrain ne ment pas. Donc, je donne la primauté à ceux qui vivent le conflit dans leur chair, dans leur quotidien. Alors, moi, pourquoi alors dans ce cas-là, j'interviens? J'ai accepté d'intervenir parce que, d'abord, je connais beaucoup des participants à ce colloque à travers leurs œuvres, dont Denis Charbit, que j'apprécie. Et donc, je me suis dit, voilà, j'excipe de ma connaissance du pays. J'y vais en Israël et en Palestine depuis à peu près 30 ans. Je crois m'être prescrit dès le premier voyage de me dire, tu ne vas pas t'intéresser à ces deux peuples seulement en tant que belligérant, mais il faut s'y intéresser en tant que société, en tant que peuple, en tant qu'individu, s'intéresser à leur littérature, leur musique, leur vie quotidienne. Et j'ai eu cette chance en 30 ans de parcourir, je crois que je peux le dire sans prétention, à pratiquement tout Israël, de Dan à Beersheba, comme on dit dans la Bible, et toute la Palestine avec ses 400 villages, ses villes. Euh, et j'ai fini par développer une empathie pour les deux peuples, de véritables amitiés. Et ayant moi-même grandi dans la guerre d'Algérie, Marc, tu le disais, je suis né en Algérie, je suis né en Kabylie, et j'ai passé toute mon enfance dans un camp de regroupement. Pendant la guerre, un camp de réfugiés entouré de barbelés, gardé par des légionnaires, en partie allemands d'ailleurs, et des tirailleurs sénégalais. Donc je sais ce que c'est que la guerre. J'ai côtoyé la mort très très tôt. Et en tant que grand reporter, j'ai couvert une dizaine de conflits de l'Amérique centrale jusqu'à l'Asie centrale en passant par l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc je me suis dit, en toute humilité, comme j'ai donc de l'empathie, beaucoup d'amis dans cette région, je vais intervenir avec des gens de bonne volonté pour y mettre peut-être un peu de lucidité sur un conflit où beaucoup de gens ont du mal à trouver du recul et à se dégager de leur passion. Alors, je ne sais pas si je vais réussir ou pas, mais en tout cas, je le fais sincèrement et c'est volontiers que je vais parler de la conception, de la perception juive de Jérusalem et du monde du Temple. Bien sûr, je vais dire un truisme en répétant que Jérusalem est évidemment le lieu le plus sacré du judaïsme. Et Jérusalem, le mont du Temple, c'est le lieu par excellence de l'alliance, parce qu'on peut déjà deviner par anticipation l'idée de Jérusalem dans le départ d'Abraham quand il quitte Our en Chaldée, sur ordre de Dieu, sur intimation divine, qui lui dit où il y a déjà l'idée du sacrifice qui est l'idée aussi de l'alliance de Dieu avec son peuple. Eh bien, c'est à Jérusalem que, pour faire court, que David, qui est né à Bethléem, choisit un morceau de terrain à Jérusalem, qui est une ville à l'époque cananéenne, puisque Jérusalem, Yerushalayim, la ville de Shalem, il choisit donc, il achète un terrain pour installer l'Arche d'Alliance et donc la capitale de la royauté et donc du temple, de la présence divine, puisque le temple se dit Beit en hébreu comme en arabe, qui veut dire maison, c'est la maison de Dieu. Et d'ailleurs, dans un des noms de Jérusalem, Ézéchiel dit Yahvé est là. C'est la maison de Yahvé, c'est la présence divine. Mais comme David a commis quelques actes rédhibitoires, fait couler le sang, de l'adultère, la dignité, le mérite de construire la maison de Dieu reviendra à son fils Salomon. Et c'est évidemment Salomon qui va bâtir le temple avec l'aide d'architectes ou de maçons phéniciens
avec du bois qui vient du Liban. Je fais cette mention parce que cela montre que les Hébreux, les Israélites, ne vivaient pas dans un monde coupé où ils étaient isolés. Ils faisaient partie complètement du Proche-Orient de l'époque. Donc le temple est inauguré. Jérusalem devient à la fois le lieu du temple et le lieu de la royauté. Et à partir de là, il va vivre au rythme de l'histoire des Hébreux, ensuite des 12 tribus, ensuite de la séparation du royaume du Nord avec celui de Juda, mais la permanence du peuple, de l'alliance de Dieu qui est avec son peuple, qu'il soit en colère contre lui ou qu'il soit en affection avec lui. Le temple est le centre de l'histoire et de la spiritualité, disons à l'époque, israélite. Ce qui ne l'a pas empêché de connaître des tribulations. Il y a eu des rois qui ont installé des divinités cananéennes sur le parvis du temple, jusqu'à ce qu'avec les turbulences du Proche-Orient, les Babyloniens, avec Nabucodonosor, viennent, envahissent la région, Jérusalem, détruisent le temple et déportent le personnel religieux à Babylone. Ils ne déportent pas tout le peuple, mais le personnel religieux, politique, à Babylone. C'est une pratique babylonienne que les Babyloniens imposent à tous les peuples qu'ils conquièrent dans une sorte de volonté presque stalinienne de brasser les peuples dans un empire qu'ils voulaient homogène. 586, le temple est détruit, dévasté, les prêtres sont détruits à Babylone, où ils vont d'ailleurs inaugurer la vie d'une diaspora qui sera une des plus prospères du judaïsme. Elle donnera le Talmud de Babylone. Et jusqu'au XXe siècle, elle restera une communauté intellectuellement originale et créatrice. Ensuite, l'empire babylonien est renversé par l'empire perse naissant par Cyrus vers 539. Et alors, ça, à partir de là, nous entrons dans un moment très intéressant dans l'histoire du judaïsme. Parce que contrairement aux Babyloniens qui déportent les aristocraties et les personnels religieux pour brasser les peuples, les Perses vont faire le contraire, c'est-à-dire qu'ils vont ramener tous les déportés dans leur terre d'origine, vont homologuer leur culte et leur culture, les reconnaître et les consacrer. C'est ce qu'ils font avec les Juifs de Babylone. Ils reviennent donc en Judée avec deux personnalités juives importantes de la diaspora d'alors, Néhémie et Esdras, qui sont aussi des fonctionnaires perses. Et il y a un édit impérial pour reconstruire le temple. Et c'est un aspect intéressant parce que la Perse est déjà présente dans la région. Et l'imprégnation perse sur le judaïsme est telle que jusqu'à aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Denis Charby, que le mot hébreu pour désigner la religion est un mot persan, daté. Parce que l'Empire perse avait comme langue diplomatique l'araméen. Et les Perses vont diviser leur empire, notamment la 5e satrapie qui englobe la Syrie, la Palestine, Israël et le Liban d'aujourd'hui, en médinotes, c'est-à-dire la Médina en termes persans, son équivalent en termes ecclésiastiques, c'est une éparchie, c'est-à-dire une sorte d'État confessionnel. Et c'est un terme araméen. Médina, c'est le lieu où le dîn, donc la loi religieuse, est appliquée. Et c'est une question intéressante parce que quand Mahomet, en 622, quitte la Mecque pour aller à Médine, il ne va pas à Médine, il va dans une ville païenne qui s'appelle Yatrib, et quand l'islam s'installe à Médine, Médine devient Médine, c'est-à-dire comme la Médina, le lieu où on applique le dîn. Et plus intéressant encore, les pères de l'Israël moderne ont choisi cette appellation persane
araméenne persane pour désigner l'État d'Israël qui s'appelle Madinat Israël. Donc il y a des permanences. D'après les exégètes juifs et non juifs, c'est à partir de ce moment-là, donc sous protection impériale perse, que le judaïsme et peut-être la Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui est compilée, écrite, peut-être même réorientée dans un sens où Jérusalem, où le rôle de la centralité de Jérusalem est encore renforcé. Alors, le culte donc se développe. Les 5 minutes sont largement écoutées quand tu avais un temps de présentation. Bon, alors, je vais aller vraiment très très vite. Donc, le culte est bien installé, et là, il va y avoir un autre choc culturel, c'est l'arrivée des Grecs avec Alexandre le Grand, au 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Alors, contrairement aux Perses, les Grecs, avec leur politique d'urbanisation, vont chambarder toutes les cultures qu'ils vont conquérir avec l'urbanisation, et à partir de là, la Judée va connaître une crise culturelle colossale qui aura des conséquences universelles, qui aboutira à la naissance du christianisme, à la division du judaïsme, qui va créer une sorte de guerre civile juive entre les métiavnim, c'est-à-dire les hellénisants, les assimilés, ceux qui allaient dans les gymnases et qui se faisaient des prépuces artificielles, déjà la chirurgie esthétique, pour courir comme des Grecs nus sur les gymnases, et les traditionalistes. Cela pousse les Grecs, les descendants des héritiers d'Alexandre, de Cyril, les Séleucides avec Antiochus IV, de profaner le temple de Jérusalem, de sacrifier un porc, et là, les Maccabées vont faire une sorte d'intifada du temple et se révolter contre les Grecs. Et c'est peut-être la première guerre idéologique de l'histoire, où la notion, le concept de martyr va se cristalliser et apparaître dans toute sa puissance. Et cette révolte des Maccabées aboutit à une qui commence en 169, en 164, les Maccabées sont vainqueurs, et cette victoire est célébrée jusqu'à aujourd'hui par la fête de Hanouka, la fête des Lumières, qui donne lieu à des allumages de lumière en Israël, en diaspora, et d'ailleurs l'année dernière à Paris. Je l'ai vu même à Paris. Mais l'hellénisation, comme je le disais, crée une guerre civile à l'intérieur des Juifs. Le judaïsme se divise en plusieurs écoles. Et quand les Romains arrivent à Damas en 663 avant Jésus-Christ avec Pompéi, des Juifs vont le solliciter pour qu'il intervienne et régler leurs problèmes. Évidemment, les Romains ne demandent pas mieux que d'être invités, ils entrent en Judée. Ensuite, avec les Asmonéens et surtout avec le plus intéressant d'entre eux, peut-être le roi Alexandre Janet, qui lui va construire un territoire, un État à la grecque, c'est-à-dire d'abord des territoires, les peuples non juifs, non judéens, on va les convertir de force, et c'est ainsi qu'une famille iduméenne, celle d'Antipater, Antipater va épouser une nabatéenne arabe, et ils vont avoir un fils qui s'appelle Hérode le Grand, qui va agrandir le temple, mais qui est détesté par les religieux juifs, qu'il va persécuter. Il embellit le temple, et dans les problèmes qu'il y a, l'État juif devient un État client de Rome, et dans cette guerre civile qui commence entre juifs et que les Romains attisent, eh bien, cela aboutira à la destruction du temple en 70 par Vespasien, par Titus, donc destruction du temple. Et là, il y a un changement complet dans la façon de vivre le judaïsme. C'est la naissance du judaïsme rabbinique dans l'académie de Yavne. Donc, le sacrifice dans le temple est aboli. Il n'y aura plus de temple avant le retour du Messie. Et ce qui va représenter le temple et le sacrifice, c'est l'étude religieuse et la prière. C'est le judaïsme que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. Alors, mais il y a une idée dans la spiritualité juive, dans l'exégèse, dans le Talmud, dans toutes les traditions, d'un troisième temple qui devrait revenir et qui serait un temple définitif, éternel, mais qui ne pourrait être reconstruit que dans la paix et avec l'accord de tous, dans lequel afflueront
tous les peuples de la terre. Alors Maïmonide dit que c'est le Messie qui le construira. D'autres théologiens disent que le temple tombera du ciel, tout fait. Mais quelques extrémistes aujourd'hui en Israël ont créé une institution qui s'appelle le Temple Institute et qui voudrait le reconstruire maintenant en lieu et place de l'esplanade des mosquées. Et pour terminer, lorsque les Israéliens ont occupé Jérusalem-Est en 67, Moshe Dayan et Golda Meir ont tout de suite compris l'enjeu explosif que pourrait recéler cette question. Ils ont confirmé, ils ont homologué le Waqf musulman sous juridiction jordanienne. Cette juridiction jordanienne a été confortée par le traité de paix israélo-jordanien de 1994. Mais le grand rabbinat d'Israël a interdit aux Juifs pieux d'y entrer par peur, sans le savoir, de profaner le Saint des Saints. Néanmoins, de plus en plus de Juifs y vont. En 2017, il y a eu 25 000 qui y sont entrés, c'est-à-dire 10% du total des visiteurs non musulmans. En 2016, il y a eu 15 000. Donc, en une année, il y a eu 10 000 de plus. 25 000, c'est statistiquement insignifiant, mais c'est politiquement important. Merci beaucoup, Slimane. Alors, c'est sûr qu'on a un petit peu dépassé le temps de parole, mais c'était vraiment intéressant. Pardonnez-moi. C'était intéressant, donc je t'ai laissé continuer. Puis c'est vrai avec Jérusalem, c'est assez proche. Bon, donc dans la répartition dont on était convenu, Denis, c'est à partir d'Hérode que tu interviens pour voir le versant, j'allais dire, arabo-musulman de ce mont du Temple, Haram al-Sharif, Al-Aqsa. Tout à fait. Merci beaucoup à vous tous. Merci Slimane pour cette narration de la centralité du temple et ensuite de Jérusalem dans la tradition juive. Je n'ai pas dit trop de bêtises, j'espère. Pas du tout. Denis. Non. Ou d'erreurs scandaleuses. D'abord, je ne suis pas là pour contrôler, mais c'était intéressant, c'était vivant. Si j'ai fait des fautes, voilà, c'est un bel exercice. Alors, la règle du jeu, voilà, c'est que Slimane présentait la tradition juive et le rapport au mont du Temple, et moi, mon rôle, c'est de présenter la sainteté de Jérusalem vue du côté musulman. Et je voudrais commencer, je dirais, par un paradoxe, mais il y en a beaucoup dans cette histoire-là, des deux peuples et dans ce conflit. Et le paradoxe, c'est que la sacralité ou la sainteté de Jérusalem démontre l'influence du judaïsme et du christianisme sur l'islam. Les religions qui viennent après le judaïsme ont toujours un rapport, je dirais, ambigu. À la fois, elles en sont l'héritière et à la fois, elles veulent s'en émanciper pour apparaître comme une religion voilà, qui tient debout indépendamment de la religion sœur aînée qu'est le judaïsme. On voit des tas d'idées telles que la création du monde, l'alliance entre l'homme et Dieu, la responsabilité de l'homme par rapport à ses actes, l'idée des prophètes, les commandements qui doivent régler la vie privée et publique, témoignent de l'influence du judaïsme sur l'islam. Et je dirais que la sainteté de Jérusalem en est une preuve de plus. Et elle est effectivement, alors on va essayer d'expliquer pourquoi, la première direction de la prière, même si par la suite, c'est la Mecque qui va l'emporter. Alors, pourquoi cette importance-là? Une des explications que rapportent les historiens, c'est la proximité relative entre la disparition du prophète en 632 et la conquête de Jérusalem, qui est en quelque sorte la première tentative des armées arabes de sortir de la presqu'île arabe. Et là, c'est en 638.
Et donc, cette proximité voilà, va en quelque sorte pousser à cette sanctification. Alors, c'est une conquête qui libère la ville de la présence byzantine. Cette victoire, cette conquête est accueillie favorablement par les Juifs qui espèrent la reconstruction du temple. On n'est pas arrivé jusque-là. Néanmoins, Omar, le deuxième calife, va se rendre sur le mont du Temple et la première chose qu'il va faire, c'est de le nettoyer des immondices, des saletés, des impuretés, de tout ce qui s'était accumulé pendant des décennies. Et c'est 60 ans après la conquête que vont être érigés, avec quelques années de différence, 2 lieux, alors qu'on appelle communément 2 mosquées. En fait, il n'y en a qu'une qui est la mosquée Al-Aqsa, c'est-à-dire où il y a la prière le vendredi et lors des fêtes du calendrier liturgique, là où la première qu'on appelle un peu improprement mosquée d'Omar, puisqu'elle ne fonctionne pas comme une mosquée, c'est pour ça qu'il est plus exact de parler du dôme du rocher, puisque on s'y trouve à l'intérieur eh bien, ce rocher qui serait donc le mont Moria où Abraham a été prié de sacrifier Isaac, mais selon la tradition musulmane, c'est Abraham qui a été prié de sacrifier Ismaël. Alors, la construction de ces 2 lieux va conférer, je dirais, visuellement et concrètement, cette sainteté de Jérusalem. Et c'est donc 2 califes omeyyades, le père et fils, qui vont ériger les 2 monuments. Alors, la raison, il y a une raison, je dirais, d'ordre religieuse. C'est encore une fois donc cette proximité entre judaïsme et islam. La deuxième raison, elle est, je dirais, religieuse et politique, c'est qu'à cette époque-là, il y a des églises, dont le Saint-Sépulcre, et donc c'est l'idée de manifester la prépondérance musulmane en érigeant de lieux qui prennent une ampleur par rapport aux églises environnantes. Ce qui est clair en tout cas, c'est que ce n'est absolument pas dans un but qui serait de concurrencer la Mecque. Alors, c'est aussi, et ça je continue dans la tradition musulmane, il faut rapporter ici ce qu'on pourrait considérer comme une légende, mais qui va être adopté et conçu dans la tradition musulmane comme un événement historique, et je dirais comme un principe de la foi, et c'est ça, je dirais, qui va conférer non seulement le côté visuel, mais je dirais l'implication de la foi, c'est-à-dire le fameux voyage nocturne de Mahomet de la Mecque à Jérusalem et son ascension de là vers le ciel. Alors, j'ajouterais donc avec l'ange Gabriel et avec, ça il faut le préciser également, avec une sorte de mule surnaturelle avec des ailes d'aigle, avec des parures, voilà, et sur lequel monte le prophète vers le ciel, et son nom est Al-Bourak. Et je voudrais ici ajouter que Al-Bourak, c'est également le nom qu'on donne dans la tradition musulmane au mur occidental, puisque c'est là que Mahomet a attaché voilà, quand il est arrivé, c'est là qu'elle a été attachée avant de monter vers le ciel. Et c'est intéressant donc le fait que de ce point de vue-là, même le mur occidental est un lieu saint en quelque sorte pour l'islam, et il a donc le nom de Al-Bourak. Alors pourquoi Bourak? La seule explication qu'on a, enfin une d'elles en tout cas qui est intéressante, là aussi le paradoxe, c'est que dans la perspective messianique,
il y a également une sorte d'âne qui doit porter sur lui le Messie, et on l'appelle Soussia Barca. Barca, Bourak, est-ce que ce serait ça l'explication? En tout cas, voilà, en quelque sorte, vous avez d'un côté un récit qui devient un principe de foi, et qui a je dirais, son expression dans le Coran, dans le premier verset de la sourate 17, avec cette référence, n'est-ce pas, de ce voyage nocturne de la mosquée sainte à la mosquée éloignée, éloignée à l'Aqsa, d'où le nom qu'elle porte jusqu'à aujourd'hui. Alors, on peut d'une certaine manière, alors à travers les siècles, et je termine dans moins d'une minute, dire que d'une certaine manière, la sainteté de Jérusalem, qui n'a jamais été remise en cause, mais qui était quand même la troisième, je dirais qu'elle a pris en général plus d'impact et plus de sens au moment où dans les périodes, on en citera deux et on s'arrêtera là, où Jérusalem est passée entre les mains des rivaux. Les chrétiens au moment des croisades et le royaume franc de Jérusalem, et c'est là que la première djihad, l'appel à libérer Jérusalem, est prononcé. Et je dirais d'une certaine manière, on pourrait dire aussi 67, c'est-à-dire dans les périodes où elle est entre les mains, et ce qui va être le cas pendant 8 siècles, mais on en parlait tout à l'heure, voilà, elle a son statut, mais elle est mais je ne dirais pas plus que cela. En revanche, dans les périodes où elle est ravie, où elle est prise, eh bien, ça génère, je dirais, un travail voilà, de mise en valeur de la sainteté de Jérusalem dans la tradition musulmane. Je me permets un petit ajout par rapport à ce que tu as dit, Denis, à la fin, qui était intéressant, c'est que ce qu'on voit beaucoup, d'ailleurs, en termes de communication aussi, c'est la photographie finalement du dôme du rocher. C'est vrai qu'il est très photogénique, plus que la mosquée Al-Aqsa qu'on connaît moins. Bien sûr, c'est vrai. Et avec une architecture d'influence d'ailleurs perse et byzantine chrétienne. Donc voilà, donc, on voit bien le côté aussi multireligieux avec cette petite touche quand même chrétienne dans ce dôme du rocher. Voilà. Le milieu du 19e siècle, ce qui est intéressant pour la région, c'est que la question des lieux saints va provoquer une mini-guerre mondiale. C'est-à-dire qu'autour des lieux saints, et notamment de Bethléem, dans la guerre qu'il y avait entre catholiques et orthodoxes sur la gestion de la basilique de la Nativité, il y a la petite étoile en argent qui est plaquée sur le marbre du parquet et qui indique l'endroit où serait né le petit Jésus. Les Grecs l'ont subtilisé, et les Russes étant les protecteurs des orthodoxes, les Français ceux des catholiques, la tension est montée très vite et ça a donné la guerre de Crimée de 1855 qui a opposé l'Empire ottoman aux côtés de l'Empire britannique et de l'Empire français contre l'Empire russe. Ça a été une des guerres les plus dévastatrices du 19e siècle, tout ça à cause de la gestion de ces lieux saints. Et il en est sorti un statu quo, ce qu'on appelle le statu quo, c'est-à-dire c'est un protocole élaboré par l'Empire ottoman, homologué, reconnu, paraphé par des résolutions des grandes puissances de l'époque. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, la messe de Noël à Bethléem requiert la présence de 4 consuls catholiques aux côtés de l'autorité du moment. C'était une autorité britannique au moment de la Société des Nations. Elle est devenue ensuite jordanienne, ensuite israélienne, maintenant palestinienne. Consul catholique français, belge, espagnol et italien. Et la gestion du Saint-Sépulcre à Jérusalem, pour revenir à Jérusalem, chaque morceau, chaque pan du Saint-Sépulcre est confié à une communauté qui en garde jalousement la gestion, au point que les clés du Saint-Sépulcre sont conservées par une famille musulmane depuis presque 1000 ans, la famille des Nusaybi. Donc Jérusalem est déjà au centre de l'actualité internationale. Et à l'époque, le mur, l'esplanade du mur ne fait que 2 à 3 mètres
Il y a un petit couloir comme ça qui est réservé aux Juifs. Tout le reste de l'actuelle esplanade est occupé par ce qu'on appelle le quartier maghrébin. Quartier maghrébin fondé par un mystique andalou qui est devenu le saint patron de la ville de Tlemcen dans l'ouest algérien, qui s'appelait Boumedienne, à Boumedienne ou Boumedienne. Et sa vénération était telle que ça a poussé le deuxième chef de l'État algérien, Ouari Boumedienne, à emprunter son nom comme pseudonyme. Donc, ce quartier maghrébin était attenant au mur. Évidemment, les Juifs pouvaient venir prier, mais avec des restrictions diverses et variées qu'on n'a pas le temps de détailler ici. Et quand il y a eu la guerre, première guerre israélo-arabe de 1948, la population juive a été expulsée de Jérusalem Est, qui est passée sous contrôle jordanien. Et donc, de 1948 à 1967, aucun juif israélien n'a pu aller à Jérusalem, et ni d'ailleurs les chrétiens israéliens, les arabes israéliens, musulmans ou chrétiens ne pouvaient aller ni au Saint-Sépulcre ni à la mosquée. Et donc, cela a créé une très forte tension, et probablement cela a contribué à insuffler peut-être une nouvelle théologie de Jérusalem, une volonté de la retrouver, et chez les musulmans, une volonté de la défendre. Quand Israël s'empare de Jérusalem et de la Cisjordanie en 1967, comme je le disais tout à l'heure, le rabbin de l'époque, Shlomo Goran, a fait souffler sonner le chauffard. Il semblerait que le drapeau israélien aurait été hissé sur l'esplanade des mosquées, mais très rapidement, la lucidité a repris ses droits, et Moshe Dayan et Golda Meir ont tenu à respecter le statu quo qui était déjà en vigueur à partir de la moitié du 19e siècle, même si le statu quo concernait surtout les lieux saints chrétiens. Et ce sont les Jordaniens qui ont continué à gérer le haram al-Sharif, à payer le personnel, à subvenir à l'entretien. D'ailleurs, la coupole dorée du Dôme des Rochers a été financée par le roi Hussein de Jordanie, qui a dû vendre une propriété à Londres pour financer la restauration et la mise en place de ce métal ionisé doré qui a été fait, soit dit en passant, par une société irlandaise. Je voudrais peut-être commencer par dire ceci, qui va apparaître étonnant, mais il faut que les choses soient dites. Jérusalem, de l'érection du Dôme du Rocher et de Al-Aqsa. Ensuite, nous avons la construction des murailles par Soliman le Magnifique. Et il faut bien comprendre que jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, Jérusalem n'existe pas en dehors des quartiers musulmans, chrétiens, juifs et arméniens qui se trouvent à l'intérieur des murailles. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que aujourd'hui, quand on va à Jérusalem, bien sûr qu'on est attiré par les murailles de Soliman le Magnifique et ce qui s'y trouve à l'intérieur, le souk, les quartiers, les lieux saints, le Saint-Sépulcre, la mosquée d'Omar et d'Al-Aqsa et le mur occidental. Mais il faut bien comprendre que tout ce qu'il y a autour, c'est environ, je dirais, un peu moins de 2 siècles. Voilà. Et en fait, c'est en 1840 que les autorités ottomanes autorisent, pour la première fois dans l'histoire, que des terres en dehors des murailles puissent être acquises par des non-musulmans. Et c'est vrai que c'est à partir de là, Slimane évoquait tout à l'heure Moses Montefiore,
lui va prendre l'initiative, mais je le dis, mais ce n'est pas de cela que je vais parler, de commencer la construction de quartiers juifs en dehors des villes, parce que la congestion à l'intérieur, que ce soit pour le quartier musulman ou que ce soit pour le quartier juif, oblige en quelque sorte à aller construire au-delà des murailles. Et c'est, je dirais, cela qui va prendre une certaine ampleur, puisqu'on est à peu près aux années 1850, hein, et cela va durer, voilà, on va s'arrêter à 48. Mais c'est là que Jérusalem n'est plus seulement réductible au quartier à l'intérieur des murailles, mais va prendre une ampleur considérable en dehors des murailles. Alors, du côté musulman ou arabo-musulman, ce sont en général les grandes familles, les plus aisées, les plus riches, qui vont avoir les moyens de construire des villas, de magnifiques maisons, dont on voit encore d'ailleurs, même pas les vestiges, mais vraiment la beauté et l'ampleur. Que ce soit les Husseini, les Khalidi, les Nashashibi, etc. Ce sont ces grandes familles-là qui vont construire les premiers quartiers, dont celui dont on a énormément parlé, Cher Gérard, mais aussi Katamon, mais aussi Talbiye, mais aussi Baka, noms d'ailleurs qui sont restés encore dans le vocabulaire quotidien, bien entendu des Palestiniens, mais également des Juifs israéliens. La première municipalité va fonctionner à partir de 1860 et on va procéder à des nominations, alors d'abord par cooptation, c'est un peu plus tard que cela deviendra plus démocratique en quelque sorte, avec des maires musulmans, Salim Bay, Khalidi, etc. Enfin, je ne vais pas donner tous les noms, avec je dirais petit à petit, une concurrence démographique qui fait qu'effectivement, à la fin du 19e siècle, les communautés strictement religieuses orthodoxes, ashkénazes ou séfarades, eh bien, vont grossir grâce à l'apport des pionniers. Donc, on va avoir une majorité juive qui se dessine. Et là, je terminerai par la même constatation qu'a faite Slimane, à savoir que c'est effectivement le fait que le mandat britannique décide d'installer ces quartiers à Jérusalem qui va donner au nationalisme palestinien et au nationalisme juif, je dirais, une plus grande importance, une plus grande centralité à cet enjeu que constitue Jérusalem. Et ça se traduit notamment par le fait que Slimane se référait à différentes institutions créées dans les années 70 et plus tard pour, on va dire, surveiller le sort de Jérusalem par les pays arabo-musulmans. Mais il faut savoir que le mufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini, convoque lui aussi, autour du sort de Jérusalem, un congrès qui montre bien, je dirais, pour signifier l'importance politico-religieuse de Jérusalem dans les années 30. Je terminerai par l'aspect diplomatique du sort de Jérusalem, qui est dans le plan de partage, la fameuse résolution 181 des Nations Unies. Elle est prévue d'échapper et au contrôle des Juifs et au contrôle des musulmans, puisqu'elle est définie dans les cartes, hein, qui font partie intégrante de la résolution. Elles vont devenir, on emploie la notion latine de corpus separatum. C'est Jérusalem et Bethléem, d'ailleurs, ce n'est pas que Jérusalem, on oublie de mentionner Bethléem, ce n'est pas très loin, il faut dire, mais c'est Jérusalem et Bethléem, donc ville internationale. Voilà ce qui est approuvé. Si ce n'est qu'on sait le sort de la résolution par les armes, par la guerre, par le conflit. Et à l'issue de cette guerre dite d'indépendance
ou dite de la Nakba, eh bien, on assiste à un redécoupage de Jérusalem. Il faut bien comprendre que la notion, ce serait anachronique de parler de Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Enfin, objectivement, oui, il y a Jérusalem-Nord et Jérusalem-Sud, comme dans n'importe quel lieu géographique. Mais cette notion politique de Jérusalem-Est-Ouest, elle naît après le cessez-le-feu établi en 1949 par les accords de Rhodes. Et humainement parlant, hein, ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, les Arabes qui vivaient dans Jérusalem sans avoir cette distinction-là d'Est-Ouest qui n'avait aucun sens, eh bien, vont évacuer ou vont être expulsés les quartiers arabes de ce qui est Jérusalem-Ouest, là où les Juifs vont évacuer le quartier juif de la vieille ville, puisque lui reste entre les mains de Abdallah. C'est la seule vraie grande défaite militaire, ou la seule grande victoire, puisque moi je parle du côté arabo-musulman, c'est la grande victoire, je dirais, dans la défaite, c'est d'avoir pu garder le contrôle de la vieille ville de Jérusalem. Et également, les Juifs qui habitaient à Cher-Djerah ou à Silouane, eux aussi sont priés d'évacuer et se retrouvent réfugiés, si je puis dire, dans la partie ouest. Mais bien entendu qu'en termes de nombre, il y a beaucoup plus de Palestiniens, d'Arabes palestiniens, qui évacuent les quartiers où ils vivaient. Je les ai donnés, Baka, Katamon, etc., Nkarem, etc., pour se réfugier dans la partie est de la ville. Dernière étape, en une phrase, c'est bien entendu la guerre des 6 jours, et qui va permettre aux Israéliens alors, selon leur langage, de réunifier la ville, mais qui reste, en dépit de cette réunification, puisqu'elle est capitale d'Israël, en dépit de cette réunification, reste toujours le litige politique. Et comme je conclurai comme Slimane, c'est-à-dire on voit bien que la dernière confrontation sur le terrain a commencé à Jérusalem, comme déjà l'intifada, la seconde, hein, en 2000, a commencé à Jérusalem. Donc on voit que quand bien même, je dirais, une certaine coexistence inégale s'est établie, parce qu'elle doit être ouverte au tourisme, parce que, etc., il n'empêche qu'elle est de plus en plus le moteur de ces revanches ou de ces nouveaux rounds de confrontation, ce qui témoigne sans doute effectivement de l'emprise plus grande de la dimension religieuse ou de l'aspect conflictuel des religions, islam et judaïsme, qui se superposent à la dimension nationale israélo-palestinienne, qui va être l'objet du troisième volet. Pourquoi avoir voulu s'intéresser à l'histoire des peuples? Parce que, bon, vous avez bien compris que nous tous, pour ce forum, nous essayons d'enlever les obstacles, notamment religieux, à la paix. Dans l'histoire des peuples, eh bien, ce qui est frappant, c'est que vous savez que du côté juif, il y a une grande diaspora dans le monde entier et qu'on entend souvent des contestations des origines du peuple juif dans cette terre. Hein. On entend souvent notamment c'est la Shoah qui a fait que les Européens ont culpabilisé, ont exporté leurs fautes et ont permis la création de l'État israélien. D'un autre côté, on peut aussi côté arabo-musulman, voir qu'il y a une colonisation qui continue, une occupation, et que, eh bien, il y a quelquefois la tentation de nier certaines des origines palestiniennes dans cette terre et de vouloir la coloniser, notamment pour des motifs religieux, puisque vous savez que dans la Bible, eh bien, c'est notamment jusqu'au Jourdain que la terre est donnée au peuple d'Israël. Bon. Ensuite, il y a des interprétations des Écritures et la prise en compte du contexte historique et une lecture donc critique. On va parler des peuples et je dirais que les points communs entre ce que j'appellerais la collectivité juive et la collectivité musulmane, c'est que
elle s'est passée pendant des siècles de l'État-nation. La légitimité de l'Empire ottoman, qui conserve jusqu'en 1918 ce qu'on va appeler les provinces arabes de l'Empire ottoman, et ça va jusqu'à Bagdad, hein, et ça va jusqu'au Hedjaz. La légitimité, elle est religieuse. Et ce qui va se passer, et pour les juifs et pour les musulmans, c'est que, confrontés à la modernité occidentale, cette modernité occidentale, ce n'est pas simplement la science, c'est aussi la nation. Et les deux collectivités vont emprunter, vont estimer que pour, comment dirais-je, vivre et survivre, il faut passer par l'État-nation. Chez les Juifs, ça va donner le sionisme. Alors certes, on ne change pas le vocabulaire, c'est toujours des Juifs, mais c'est des Juifs pour qui, une partie d'entre eux, nation et religion vont de pair. Pour d'autres, la religion est seconde. Elle passe après, en quelque sorte. Ce qui compte, c'est qu'on constitue une nation. C'est ça l'apport du sionisme. Mais moi, je vais parler ici du nationalisme arabe, qui va apparaître à la fin du XIXe siècle et qui va concrètement évoluer ou émerger parce que des élites de Beyrouth, Damas, Le Caire vont aller en Europe. Et quand on va leur demander « qu'est-ce que vous êtes ?» ils vont répondre ben, « nous, on est des musulmans ou des chrétiens ». Et on va leur dire « oui, mais ça, c'est une religion. C'est quoi ta nation ?» C'est quoi la nation? Ben, on va leur dire « quelle langue tu parles? Tu parles l'arabe? Ben voilà, tu fais partie de la nation arabe. » Je caricature, je schématise un petit peu. Ces enfants-là vont revenir là où ils ont vécu, au Caire, à Damas, à Jérusalem et ailleurs, et vont mettre en place ce nationalisme arabe global et unitaire qui ne fait pas de distinction. Il n'y a pas de frontière à ce moment-là. Et le premier adversaire, c'est l'Empire ottoman. Le premier adversaire du nationalisme arabe, c'est l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce que si le lien est celui de la langue, alors le sultan ottoman, même après les jeunes Turcs, ben, ce sont des étrangers. Certes, on partage avec eux la religion, mais eux, ils parlent le turc. Et donc, ils n'ont rien à faire au Moyen-Orient. Et donc va apparaître au début du XXe siècle un nationalisme arabe qui, politiquement, veut recréer, veut chasser les Ottomans de leurs provinces arabes. Ce qui explique pourquoi les Britanniques seront les meilleurs alliés au départ de ce nationalisme arabe, puisqu'ils ont la même volonté, même aspiration, mais pour d'autres raisons, c'est celle que les Ottomans redeviennent la Turquie indépendante, qui vont devenir d'ailleurs après la guerre. Et là, ce qui va se passer, c'est que, alors que la promesse faite à Hussein, au shérif Hussein de la Mecque, était sur les décombres de l'Empire ottoman, de créer un État arabe, voilà, qui engloberait la Syrie, la Palestine, le Hedjaz, l'Irak, la Jordanie, etc., enfin, tout ce qui la Syrie, le Liban. Eh bien, les Européens, britanniques et français, décident à la conférence de San Remo, de tracer des frontières à l'intérieur de ces provinces arabes de l'Empire ottoman et de créer des entités spécifiques. Le Liban, la Syrie, l'Irak, la Transjordanie, le Hedjaz et la Palestine. Et donc, on assiste là à une deuxième étape dans le nationalisme arabe qui consiste non plus à considérer, enfin, on va continuer à considérer que ce serait bien qu'on soit tous unis, mais puisque la réalité diplomatique et politique nous impose de se dissocier les uns des autres, eh bien, nous allons travailler pour notre indépendance. Et pourquoi notre indépendance? Parce qu'elle n'est pas acquise, puisque la deuxième résolution liée à cette conférence de San Remo, ce n'est pas simplement de diviser en entités séparées les unes des autres, mais c'est d'établir des mandats dont la vocation est de préparer les peuples à l'intérieur de ces territoires à l'indépendance.
Et ça aura lieu après la Seconde Guerre mondiale, tout simplement parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, ni les Britanniques ni les Français ne sont encore en mesure d'être légitimes, quand bien même ils sont pourtant ils sont les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais ils ne sont plus les superpuissances, c'est les Soviétiques et les Américains. Et c'est pour ça que tout le monde s'en va, Français et Britanniques, entre 1945 et 1948. Qu'est-ce qui se passe dans cette période qui va du mandat britannique et français sur chacune de ces entités? Chacune de ces collectivités va développer, si je puis dire, le prénom à l'intérieur du nom de famille. C'est plus la nation arabe qu'on va, elle va toujours rester en arrière-plan, mais on va mettre surtout en avant le fait qu'on est arabe du Liban, puis libanais, arabe de Syrie, puis syrien, arabe d'Irak, puis irakien, etc. On arrive à la Palestine. Et les Arabes de Palestine, ah oui, oui, bah, très bien, on va faire comme les autres. On est arabe de Palestine, puis palestinien, et un jour, là les Britanniques en l'occurrence, nous auront préparé à notre indépendance, et le tour est joué. À ceci près que la vocation du foyer, du mandat britannique en Palestine, ce n'est pas de préparer, comme au Liban, comme en Syrie, comme en Jordanie ou en Irak, vous deviendrez indépendant quand on partira, après qu'on vous ait préparé. Là, la vocation, c'est de créer un foyer national pour les Juifs en Palestine. Et de ce moment-là, et la première manifestation du nationalisme palestinien, c'est effectivement en 1918, le premier anniversaire de la déclaration Balfour, en disant, attendez là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce territoire-là? Pourquoi on ne serait pas comme les autres, c'est-à-dire, ben voilà, actuellement dépendance britannique parce qu'il faut que les Britanniques en tirent leur intérêt de leur présence dans la région, mais à moyen terme ou à long terme, nous serons un État de Palestine. Non, là on leur dit c'est barré parce qu'il y a un foyer national juif qui est la vocation entérinée par la Société des Nations. Et à partir de ce moment-là, je dirais le conflit, il est là, il est présent, puisque les Arabes de Palestine vont dire il n'est pas question pour nous d'admettre une présence juive, en plus qu'elle numériquement elle est très faible, c'est-à-dire que même sur un plan démocratique, les Arabes de Palestine peuvent dire nous on est 90%, faites un référendum. Demandez aux gens qui habitent, faites un référendum et vous verrez que 90% de la population est d'accord pour que ce soit dans le futur un État arabe et pas un foyer national juif. D'où l'importance pour les sionistes que l'ALIA, que l'immigration soit autorisée, d'autant que les persécutions continuent. La Pologne, et notamment Hitler dans les années 30, etc. On arrive à une situation dans les années avant la guerre, et bien entendu après la Seconde Guerre mondiale, où en gros, un tiers de la population est juive, 600 000, et 2 tiers sont palestiniens, musulmans et chrétiens confondus. Vient la guerre, le plan de partage, refusé par la direction politique des Arabes de Palestine, refusé également par l'ensemble du monde arabe, avec 2 phases, une première guerre civile, si je puis dire, puis ensuite une guerre avec la participation de pays arabes, le Liban en dernier, mais la Syrie, l'Égypte, la Transjordanie surtout, et un contingent irakien. Et ça se termine, et c'est ça qui va générer la suite du conflit, pour terminer tout de suite. Et la suite, c'est quoi? C'est que ce n'est pas simplement la victoire d'Israël et la capacité d'Israël d'avoir tenu bon et d'avoir réussi à imposer son indépendance au détriment des pays arabes qui n'en voulaient pas, et des Arabes de Palestine qui n'en voulaient pas non plus. Ce n'est pas simplement l'extension du territoire, ce qui était d'ailleurs consenti par les Nations Unies puisqu'Israël avait été agressé, mais c'est la fameuse Nakba, c'est-à-dire le départ des 600 000 à 700 000, en général on trouve ces 2 chiffres dans la littérature académique, enfin universitaire, donc 700 000 qui se retrouvent en dehors de leur foyer natal. Et ceci va générer l'idée de la revanche, et comme Israël est à peine né, le monde arabe et les Arabes palestiniens, surtout les réfugiés, vont estimer que voilà, cette défaite-là doit être effacée par une victoire.
Et du coup, le nationalisme palestinien à ce moment-là n'est absolument pas de dire dans ce qui reste du territoire, on va créer un État arabe de Palestine, mais de dire non, non. Là, il y a une tragédie beaucoup plus importante que le fait qu'on ne soit pas un pays indépendant. C'est le fait que 700 000 de nos frères sont dans les camps de réfugiés, sont parqués tout autour. Je dis d'ailleurs souvent, s'ils avaient été expulsés aux États-Unis, en Europe, le conflit était terminé. Mais non, ils sont de l'autre côté de la frontière. Ils sont à quelques kilomètres, ils prennent une jumelle et ils voient leur champ, ils voient leur... Et donc, ils se disent, mais attendez, il suffit d'une victoire et c'est terminé. Cette victoire n'est pas assurée, ni en 56, encore moins en 67, puisque, au contraire, en 67, c'est la Cisjordanie, Gaza, le Golan, le Sinaï qui sont occupés. Mais, à partir de ce moment-là, le mouvement national palestinien va être confronté au grand dilemme qui l'accompagne depuis 1967, c'est-à-dire est-ce que on maintient l'objectif de la victoire définitive, ou bien compte tenu de la réalité qui s'est imposée, comprenant bien que les Israéliens ne vont pas sitôt s'en aller, eh bien on sauve de la Palestine historique ce que la communauté internationale veut bien nous consentir à nous accorder, c'est-à-dire 22% de la Palestine. Et entre ces deux objectifs, si j'ose dire, le cœur balance. Parce que l'un vous oblige à un compromis historique réel, quoi, je veux dire, et puisque, voilà, il faut accepter que sur les 78%, l'État d'Israël soit maintenu. Ou bien faut-il rester fidèle, voire Hamas, à l'objectif final, c'est-à-dire à la destruction, même si ça prend 5 siècles, même si ça prend 10 siècles. Là où la création d'un État à côté d'un autre pourrait, s'il y a de la bonne volonté des deux parties, arriver beaucoup plus vite. Là-dessus se greffe une troisième solution, l'idée de dire, puisque le territoire est si petit, si exigu, on parle de 25 000 km², de Montpellier jusqu'à Nice, c'est pas plus que ça, Israël, Palestine plus Israël, Cisjordanie plus Israël et bande de Gaza, bien entendu. Dans ces conditions-là, puisque c'est déjà si petit, pourquoi finalement, et là je rejoins ce que dira Slimane, un État unitaire. Voilà, je dirais, les trois options qui sont sur la table, mais qui, en tout cas, démontrent bien que ce qui s'est passé dans la région sur un siècle, c'est la constitution au sein d'une Oumma musulmane, d'une émancipation sous la forme d'un nationalisme arabe, lequel mettait en avant la langue, puis après l'instauration des mandats, eh bien une conscience palestinienne qui va devenir, je dirais pas l'acte de naissance, mais dont le moment le plus fort, le plus symbolique de son existence, c'est bien entendu la Nakba, avec justement l'exode palestinien. Sur la notion le concept de peuple juif, il me semble nécessaire de faire une précision, ce n'est pas à moi de la faire, c'est aux Israéliens, aux historiens pour qui le fait qu'ils se sentent historiens et juifs, de le préciser. Quand il y a un peuple israélien, il y a le peuple israélien et il y a le peuple juif. Donc, est-ce que l'un englobe l'autre ou est-ce qu'il y a deux peuples? C'est cela. Avant la création de l'État d'Israël, on pouvait dire le peuple juif, c'était une expression générique, c'est-à-dire qui englobe, un peu comme l'Oumma en islam. Ce n'est pas une réalité politique, mais c'est une réalité spirituelle, c'est-à-dire la totalité des croyants d'une telle religion. Mais dès lors qu'il y a un État israélien, que cet État est un sujet de droit international, qu'il a une diplomatie, une identité nationale, des passeports, etc., est-ce que ça veut dire que l'État d'Israël, c'est une partie du peuple juif qui vit là-bas, mais qui est l'État de tous les Juifs, ou est-ce que c'est l'État des Israéliens? C'est-à-dire, si vous voulez, si on prend par exemple le concept politique de État-nation, dans tous les États modernes, l'État et la nation coïncident. On a l'impression qu'en Israël,
ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire, la nation, c'est la nation juive, qui est sur les 5 continents, et l'État, c'est l'État de ses citoyens israéliens, juifs et arabes. Car l'État et la nation ne coïncident pas. C'est une singularité, peut-être même une contradiction. C'est comment résoudre cette question. Je sais que la loi de 2018, et Denis pourra rectifier, la loi de 2018 stipule que l'État d'Israël n'est pas l'État de ses citoyens, il est l'État de tous les Juifs. Même ceux qui ne voudraient pas y venir et qui n'y sont pas intéressés, il est leur État. Mais les Israéliens arabes qui y vivent, qui payent leurs impôts, qui vivent avec leurs concitoyens israéliens tous les jours, qui travaillent avec eux dans l'hôpital, dans les usines, qui se chamaillent avec eux, qui se marient avec eux, eux, ce n'est pas tout à fait leur État. Je pense que ça, c'est une question majeure pour l'avenir des deux peuples, du peuple israélien et du peuple palestinien. Et je préfère rester sur ces deux notions de peuple israélien et de peuple palestinien. La notion de peuple juif, il y a un texte du département d'État des années 65 qui dit que le département d'État ne considère pas le concept de peuple juif comme un concept de droit international. Donc, c'est une sensation. Évidemment, il y a une réalité juive. Moi, quand je voyage en Russie, en Ouzbékistan, au Brésil, il y a une réalité juive. Est-ce que tout cela constitue un peuple dans le sens commun international? Ça, c'est aux intéressés de le dire. Moi, je regarde ça avec sympathie. Par contre, les relations entre Israéliens et Palestiniens, je trouve ça plus passionnant et plus concret. Par exemple, les Arabes israéliens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ceux de Nazareth, de Saint-Jean d'Acre, Akko ou Akka, ils disent ceci. Notre État est en conflit avec notre peuple. Regardez aussi, il n'y a que des paradoxes. Ils sont israéliens, mais ils ont des cousins en Cisjordanie. Et Israël, à l'instar de l'ex-Union soviétique, distingue la citoyenneté de la nationalité. La citoyenneté, le Izrahout, et la nationalité, l'Eom, qui est le même mot que le Oumma arabe, pour dire nation. Donc, on est tous citoyens israéliens comme on était tous citoyens soviétiques, mais on est de nationalité en Union soviétique ouzbek, ukrainienne, biélorusse ou kirghize. En Israël, on est tous citoyens israéliens, mais on est de nationalité juive. C'est-à-dire qu'en Israël, le judaïsme n'est pas seulement une religion, c'est une nationalité. Autre paradoxe que je trouve assez amusant, Israël est le seul pays au monde, alors qu'il y a 22 États arabes, où le fait d'être arabe constitue une nationalité. Constitue ni une culture, ni une religion, mais une nationalité. Et dans la nationalité arabe israélienne, ça inclut les chrétiens et les musulmans. Mais pas les druzes qui sont anthropologiquement arabes, ni les bédouins qui sont arabes et musulmans. Cette double ou triple contradiction, aujourd'hui, elle peut apparaître comme une question purement théorique. Je peux intervenir? Mais dans l'avenir, je pense qu'elle va être un fait majeur parce que, et là je termine, parce que j'ai appris en fréquentant les Palestiniens et les Israéliens une chose, c'est la différence entre le climat et la météo. La météo, c'est les problèmes qu'il y a tous les jours. Les attentats, la répression, les voitures béliers. Mais le climat, c'est qu'entre le fleuve et la mer, il y a 14 millions d'hommes et de femmes, moitié palestiniens, moitié israéliens, juifs, qu'ils vont rester là pour toujours et que la vraie question qui reste, c'est
selon quelles règles vont-ils vivre ensemble? Est-ce qu'on continue à vivre avec des statuts différents, avec ceux de Jérusalem qui ont un statut, ceux de Cisjordanie qui ont un statut, ceux de Gaza, ceux à l'intérieur, ceux qui sont israéliens? Comment gérer ça au XXIe siècle, à l'époque de l'intelligence artificielle? Combien de temps cela est viable? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que deux peuples se côtoient tous les jours avec des droits différents et donc des droits inégaux, engendrant des frustrations d'un côté et des humiliations d'un côté et des peurs tout à fait légitimes de l'autre? Jusqu'à quand? Il me semble que ça, c'est vraiment une très grande question, sans parler de la question entre juifs laïcs et juifs religieux. Et les querelles, on l'a vu dans l'Antiquité, les querelles entre juifs occidentalisés, pour simplifier, et juifs traditionnalistes, c'est quelque chose de très ancien et c'est quelque chose qui mérite d'être pris en considération. Alors c'est bien, mais on n'est pas dans les temps, hein, du tout. Un peu dépassé. Là, on en a pour 1h30, hein, si je… On pourrait, l'histoire, c'est… En tout cas, je crois que l'exercice est globalement réussi, bravo, parce que… Et tu as raison, Denis, c'est bien de commencer par toi. Oui, c'est pour ça que j'ai proposé ça. Oui. Vous avez réussi à parler de l'histoire de l'autre, donc c'était l'objectif et je crois qu'il est atteint et on va en tirer les principaux extraits les plus intéressants. Edgar, alors Edgar, toi, on te demandait un code secret pour accéder au Zoom alors qu'il n'y a pas de code secret, donc tu as fini par réussir, tant mieux, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde auquel on a demandé des codes secrets alors qu'ils n'étaient pas demandés, ils n'étaient pas planifiés dans notre… voilà, donc on a créé… Non, ça s'est arrangé finalement. Bon, ça s'est arrangé finalement, mais tu as eu ça. Bon, donc voilà, vas-y Edgar, tu as la parole. Je suis d'abord, je remercie Denis, je remercie Slimane et je te remercie Marc pour cette démonstration, hein, parce que c'est une démonstration de force. En si peu de temps de parler de l'histoire de l'autre, c'est absolument incroyable. Vous avez réussi à en faire au moins un raccourci qui soit très, très conséquent à mes yeux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement la situation actuelle. Et ce que disait Slimane, c'est sur ce point-là que j'aurais voulu intervenir. Ce que disait Slimane de ce qu'est l'État d'Israël aujourd'hui, qui se veut juif et démocratique, effectivement présente quelque part une anomalie de conception à sa création. Juif et démocratique, ça pose une vraie question de comment on conçoit ces deux approches. Il y a 20% d'Israéliens qui ne sont pas juifs. Et pourtant, le drapeau israélien est un talit avec une Magen David au milieu. Le sigle de l'État d'Israël, c'est la menorah du temple de Jérusalem. L'hymne national du pays, c'est l'hymne qui parle de l'espoir du peuple juif de retrouver sa terre. Quand un joueur de foot de l'équipe d'Israël, qui vient d'un village arabe, doit chanter la tikva, ce fameux hymne, avec l'ensemble de son équipe, on peut comprendre combien ce joueur de foot, il n'aura pas sa place dans ce discours. Et pour moi, au-delà du conflit israélo-palestinien, le classique du genre, celui où on va devoir effectivement trouver une solution, parmi les trois propositions que tu faisais, Denis, je pense que celle sur laquelle on s'appuie encore aujourd'hui, malgré tout et malgré tous les obstacles, c'est celle de deux peuples pour deux États. Et je pense que c'est de moins en moins possible avec les choses qui évoluent telles qu'elles évoluent aujourd'hui. Je parle de la colonisation qui se… Mais admettons que celui-là, cette situation-là, on y arrive un jour, Inch'Allah, à lui trouver une issue. Je pense qu'Israël a encore plus de problèmes à gérer son intérieur avec les 20 à 25% d'Arabes israéliens qui n'ont pas trouvé leur place dans cet État-là avec leur citoyenneté israélienne. Et je pense que l'État d'Israël et la gauche israélienne ne travaillent pas assez sur ce thème-là. Et ça nous est rappelé de manière assez violente et assez frontale à la dernière déflagration qu'il y a eu avec le Hamas, quand on a vu tous les pays, toutes les villes, ou les villes mixtes, ou les villes à majorité arabe,
dans le Méchoulache et en Galilée, toutes ces villes-là qui simultanément ont eu besoin d'exprimer la colère et leur solidarité avec le peuple palestinien. Moi, je connais des gens dans un village palestinien dont la famille est à Naplouse ou est à Shrem et à Hébron, qui ont de la famille, ce sont des cousins, des cousines, et on ne peut pas imaginer qu'on va attaquer en tant qu'État d'Israël des frères du même peuple qui vit chez nous en tant qu'Israéliens. Je pense qu'on ne réfléchit pas assez à cette situation, et je pense que simultanément, on est obligé, nous, Israéliens, à comprendre que le peuple palestinien, qu'il soit israélien ou qu'il soit de l'autre côté de la ligne verte, en fait, fait partie du même peuple, et que toute considération de projection vers une situation pacifique doit prendre en compte ce phénomène-là, cette situation-là. Voilà, c'est une chose que je vous soumets, qui me semble être extrêmement importante à prendre en compte. Merci Edgar. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. Olivier, Raphaël, tu voulais poser une question. Oui, j'ai. Vas-y. On t'entend mal, Olivier. Une question pour Denis. Vas-y, Olivier. C'est un peu difficile, mais réessaye. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez là? Voilà, c'est bon, vas-y, vas-y. Non, je voudrais juste poser une question par rapport à la situation actuelle aussi, depuis 20 ans. Est-ce que, j'ai une question pour Denis, est-ce que tu penses que le fait que Barak, pendant la négociation en 2000, ait exigé la souveraineté israélienne sur Jérusalem-Est, y compris sur la mosquée, est-ce que tu penses que ça a précipité en fait le refus des Palestiniens de signer la paix en 2000? Premièrement. Et deuxièmement, par rapport à ce qui s'est passé après, quand David et Tabar, qui est les paramètres Clinton, qui disaient en grosso modo, les quartiers juifs reviendraient, arabes reviendraient à l'État palestinien, y compris au niveau de la vieille ville. Et apparemment, cette formule de compromis aurait été acceptée par les Palestiniens. Or, on voit que depuis 20 ans, finalement, il n'y a pas eu d'avancée majeure par rapport à ça. Or, on pourrait considérer que c'est quand même la formule de compromis la plus acceptable de part et d'autre. Et pourquoi, finalement, il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ces paramètres au niveau de la négociation sur Jérusalem? Voilà. Alors, bon, il faut dire que sur la question des négociations, que ce soit celle de Barak en 2000, Arafat au sommet de Camp David, que ce soit celle de Olmert et Mahmoud Abbas en 2006 jusqu'à 2008, ou que ce soit la mission Kerry de 2014, il faut dire ce qui est. On a des interprétations, on a des informations, on ne sait pas exactement ce qu'il en est réellement. Il faudra attendre 70 ans pour en savoir, parce que c'est en général le temps des archives, pour pouvoir avoir une appréciation plus juste. Néanmoins, c'est clair que aujourd'hui, le compromis autour de Jérusalem, c'est-à-dire pour la vieille ville, à quartier juif, souveraineté israélienne, à quartier arabe, souveraineté palestinienne, alors, dans la perspective de deux États, ce sera ça, ou autrement, je vois mal comment ça peut évoluer. Je dirais que ce qui existe aujourd'hui, voilà, ce qui se pense aujourd'hui, et je réponds en même temps à Edgar, c'est l'idée que ce n'est pas ou un État unitaire de la Méditerranée au Jourdain ou deux États. On est en train aujourd'hui, pour ceux qui sont favorables aux deux États, à dire attention, deux États, mais lesquels enclencheront déjà des mécanismes confédéraux. Parce que l'ambiguïté de la formule, enfin l'ambiguïté, ce que ne recouvre pas bien l'idée de deux peuples, deux États, c'est que dans l'État d'Israël, il y aura encore 20% d'Arabes, il y aura peut-être 1% qui dira je préfère aller de l'autre côté parce que c'est mes frères et que je veux avoir mon nationalisme jusqu'au bout, mais on sait très bien que 99,9%
disent pas du tout, là où j'habite à Haïfa ou à Akko, c'est la Palestine, même si ça s'appelle l'État d'Israël, sentimentalement, affectivement parlant, ça reste la Palestine, et il n'est pas question pour moi, d'autant que je suis attaché au lieu où mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents ont vécu. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer l'État unitaire aux deux États, mais à deux États avec des aménagements confédéraux pour permettre une circulation des biens, des hommes, etc., même si les deux entités souveraines existeront. Mais elles mettront en place des mécanismes. Et je pense, maintenant je reviens à Olivier, que sur la question de Jérusalem, c'est là où ces mécanismes confédéraux devront être le plus significatifs. Car, et ça je l'ai dit tout à l'heure, je le reprends, mais il faut bien comprendre que là, une des causes, pour moi c'est une des causes, pas la seule, mais une des causes principales de la difficulté d'arriver à une solution négociée, c'est l'exiguïté du territoire. Dans le dernier livre, j'avais écrit 25 000 km², donnez-moi 250 000 km² et je vous fais deux États en 2 temps 3 mouvements. Parce qu'il y a de l'espace. Quand il y a 25 000 km², c'est extrêmement... C'est pour ça que chacun s'accroche à ce qu'il a et ne veut rien céder. Et c'est pour ça que je pense que même s'il m'apparaît, moi, en ce qui me concerne, capital, que chacun des deux peuples fasse le travail du deuil sur la partie de sa patrie qui échappera à sa souveraineté. En même temps, je pense qu'il est capital, à cause de l'exiguïté du territoire, et pour ne pas comment dirais-je, empêcher l'avenir, déjà de proposer, notamment sur Jérusalem, quelque chose qui permettra une circulation et faire que, même s'il y a ici c'est la Palestine et ici c'est Israël, mais qu'on puisse circuler librement de telle sorte que ce soit, comment dirais-je, une donnée juridique et administrative, mais pas humaine. Voilà. Parce que si déjà la Palestine, Israël, c'est petit, alors à plus forte raison si on parle de Jérusalem Est et Ouest. Donc, où on en est aujourd'hui, vous savez, malheureusement, on fait très peu aujourd'hui de sondages sur, pas sur est-ce que vous êtes pour la paix deux États, ça on en fait tout le temps de deux côtés, mais sur Jérusalem, quel avenir, etc., etc. Même si on va dire que, voilà, avec Biden élu président des États-Unis, et même s'il n'est pas revenu sur l'ambassade, mais l'ambassade en tant que telle, c'est pas grand-chose. Quand on y réfléchit objectivement, ça ne dit absolument rien du futur. Je veux dire, même si on divise la ville en deux, il y aura une ambassade à Jérusalem-Ouest, et même l'ambassade de France, elle passera à Jérusalem-Ouest. Donc, c'est vrai que sur le sort de Jérusalem, on n'est pas dans cette dynamique de penser à des solutions, mais je pense que c'est là que sera testé à la fois le respect de deux souverainetés, mais aussi la mise en place de ces mécanismes confédéraux dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. Je vois que vous êtes 20h28, ça fait presque 2 heures, mais à 2 heures au lieu d'une demi-heure. Tous restés connectés. Moi, j'ai une question. Est-ce que certains veulent intervenir sur ce fameux troisième temple? Moi, j'ai été surpris. Alors, j'ai mis dans le papier que c'était des extrémistes qui le souhaitaient, mais j'ai vu que le grand rabbin Ashkenaz, en 2017, David Lowe, a demandé lui-même la reconstruction du troisième temple dès maintenant. Le rabbin David Lowe. Je retrouverai l'article si tu veux. C'est sorti j'ai vu un article de Times of Israel 2017. Je t'envoie ça. Alors, bon, peut-être que on va voir le timing qu'il souhaitait. Est-ce que c'était pour tout à fait maintenant? Dans l'utopie d'Herzl, le troisième temple est reconstruit, mais pas sur l'esplanade des mosquées. Il est reconstruit ailleurs. D'accord. Voilà. Mais non, qu'il y a un mouvement, oui, c'est vrai, et des images où on voit une sorte de troisième temple qui prendrait la place de la mosquée d'Omar et d'Al-Aqsa, c'est vrai. Ça regroupe certainement beaucoup plus de monde aujourd'hui que c'était il y a 20 ans ou 30 ans, etc. Le combat essentiel se fait autour de la possibilité d'aller prier publiquement, puisque le modus vivendi actuel, comme l'a dit tout à l'heure Slimane, c'est que des contingents de juifs religieux peuvent aller sur l'esplanade, mais en revanche,
n'ont pas le droit de prier publiquement. C'est-à-dire que tu ne peux pas les empêcher de prier dans leur tête s'ils ont envie de le faire, mais ils sont censés rester en silence. Alors, le rabbin Nava Rafetz, qui appartient à Rabbis for Human Rights, qui emmène des groupes là-bas, alors peut-être qu'elle a des relations spécialement bonnes, elle disait qu'elle faisait des prières avec ces groupes là-bas. Bon, elle a peut-être une autorisation spéciale. Voilà, il y a 3 niveaux de demande: prier, un lieu religieux juif, ça peut être une salle, une synagogue, et puis le temple. Sachant que l'esplanade des mosquées, elle est très grande, donc pourquoi pas dans quelques siècles, on ne sera plus là, mais je ne sais pas. Non, c'est souvent, tu as raison, mais c'est souvent le modèle du caveau des patriarches qu'on invoque, puisque dans le caveau des patriarches, il y a les heures pour les musulmans, il y a les heures pour les juifs, il y a les bâtiments, ceci, cela. Oui. Et d'ailleurs, dans le Saint-Sépulcre… Ça, c'est l'ère messianique quand même, hein, Marc. Bon, Olivier qui est… non, oui, écoute. Au Saint-Sépulcre dont on parlait tout à l'heure, effectivement, il y a à la fois la dimension, le partage spatial et le partage dans le temps. Hein, il y a les deux, oui. Très bien. Est-ce que… Il ne peut pas y avoir de reconstruction du temple tant qu'il n'y a pas la paix, parce que le temple est lié à la paix. S'il n'y a pas de paix… Oui. Je voudrais réagir à ce qu'a dit Edgar. Je trouve que j'ai été vraiment très touché par le ton qu'il a utilisé, et je connais depuis quelques années, il y a de plus en plus d'Israéliens qui ont ce retour sur eux-mêmes et qui réalisent que à un moment donné, il n'y a plus que la logique de la confrontation avec la méfiance, parce que cette confrontation en Israël a créé une mentalité qui existait en Algérie et que l'anthropologue Germaine Tillon a qualifiée avec une formule que je trouve excellente. Développer chez eux une anxiété combative. C'est-à-dire, on est avec des gens, mais on sent qu'à n'importe quel moment, ça peut déraper. Moi, en tant qu'observateur extérieur, mais je parle arabe, je baragouine l'hébreu, je suis vraiment allé dans l'Israël du petit peuple à Beth-Shean, dans des petits villages où les journalistes ne vont jamais. Écoutez, selon moi, il y a une israélisation des Arabes de façon presque indéfinissable, mais qui est palpable. Et il y a une arabisation de la population israélienne. Il n'y a qu'à voir la musique. L'engouement, le nombre de groupes musicaux qui maintenant sont décomplexés, désinhibés par rapport à leur héritage maghrébin ou arabe. Et en même temps, les Palestiniens, quelque part, sont plus proches des Israéliens, pas par choix, pas par option politique, mais par frottement quotidien. Sont plus proches des Israéliens, même conflictuellement, que de n'importe quel autre peuple arabe. Parce que des autres peuples arabes, ils sont hermétiquement isolés, alors qu'avec les Israéliens, qu'ils soient soldats ou commerçants ou dentistes ou médecins, c'est un contact quotidien. Ils parlent la langue. Et les Israéliens sont plus proches des Palestiniens, de leurs voisins palestiniens et moins de leurs adversaires, que de n'importe quel juif de la diaspora. Parce que déjà, ils évoluent dans un pays, Israël, où la langue arabe est partout, même si son statut a été rétrogradé, il est partout. Ils voient des Arabes à l'hôpital. Je veux dire, une fois, je suis allé à l'hôpital Hadassah voir un ami israélien, mais c'est extraordinaire. Je voyais des chefs de service arabes, des infirmières en foulard islamique, avec des juifs en kippa, et on ne sait plus qui est le malade, qui est le médecin. Tout ce monde-là travaille dans une ambiance totalement extraordinaire. Et là, on se dit, les fondamentaux humains pour une coexistence future sont là, ne sont pas atteints, ne sont pas dévitalisés. Donc, peut-être, il faudrait, je veux dire, l'État-nation moderne est une occurrence peut-être décisive dans l'histoire humaine, mais elle n'est pas la seule, elle n'est pas l'unique. Il y a des pays où deux peuples avec
leur personnalité historique, culturelle, linguistique, peuvent vivre dans un État. Pour Je ne illustrer, fais pas l'éloge je ne me permets, je n'aurais pas l'outrecuidance de dire il faut. Moi, je suis sur la théorie des deux États. Pourquoi? Parce qu'elle est la plus rationnelle en ce sens qu'il y a un consensus international là-dessus. C'est la plus faisable. Mais dans l'absolu, elle n'est pas forcément la seule. Slimane, pour illustrer ce que tu dis, dans ma vie d'éducateur en Israël, où j'ai été un des fondateurs de l'association Baïtram, où nous avons travaillé beaucoup avec des jeunes Israéliens, mais aussi des rencontres entre Israéliens et Palestiniens. Et une chose qui, pour moi, est le signe de ce que tu racontes, de ce que tu dis sur cette histoire de l'imprégnation des cultures des deux côtés, c'est que quand tu entends un jeune Israélien parler de convivialité ou de fête, les termes qu'il emploie sont en arabe palestinien. C'est-à-dire que quand ils se disent bonjour, ils ne disent pas shalom, ils disent ahlan. Et quand ils se disent au revoir, ils se disent yalla bye. Et quand ils disent comment ça va, ils disent sababa, super. Et mabsout, ils disent aussi mabsout. Mabsout. Ils disent aussi quand on va faire une grosse bouffe, on va faire une khafla. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où ces jeunes-là, qui sont imprégnés de cette conflictualité, même malgré eux, sans faire 3 années d'armée, qu'est-ce que c'est que cette histoire que quand ils parlent de convivialité et de joie de vivre, ils vont employer les termes de l'ennemi, entre guillemets, évidemment. Qu'est-ce que ça veut? Et j'ai fait une recherche. Mais c'est qu'on finit toujours par ressembler à son ennemi. Hein? Comme l'a dit l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, on finit toujours par ressembler à son ennemi quand on le coudoie pendant très longtemps. Mais aujourd'hui, c'est évident ce que tu dis. L'imprégnation, chez les Israéliens, je peux la désigner, mais de manière évidente. Les Israéliens sont persuadés que le houmous, c'est le plat national israélien, ou le falafel. Oui. Pour la plupart d'entre eux, ils ne prennent même pas en compte que ça vient des pays arabes. Oui. Mais tu sais, tu le vois dans tous les pays du monde, si tu prends une frontière de n'importe quel pays. Les populations de chaque côté de la frontière des deux peuples se ressemblent plus entre elles qu'elles ne ressemblent à leur population du centre du pays ou de l'autre bout du pays. Tout à fait. Mais oui, mais est-ce qu'on peut utiliser cet état de fait pour justement s'en servir comme outil de rapport? C'est ce que nous, on a fait à Baïtram. À Baïtram, on a vraiment mis en place tout un tas d'activités, de rencontres entre jeunes Israéliens et Palestiniens pour montrer à quel point le fossé qu'ils supposent être existant entre eux est inexistant. Moi, je me souviendrai toute ma vie de ce jour où on a pris un groupe de jeunes Israéliens et Palestiniens à Gennevilliers en France pour faire dans le cadre d'un festival de cinéma pour la jeunesse. Et les autorités de Gennevilliers avaient peur parce qu'il y avait des Israéliens, des Palestiniens. En France, c'est des ennemis jurés, ils vont s'entretuer, ils vont s'entrebagarrer. Ils les ont mis dans les pioles aux deux bouts extrêmes de l'hôtel pour ne pas qu'ils aient à se confronter. Et chacun devait, pendant 15 jours, préparer un film qu'ils allaient présenter à la fin au festival. La tête du maire de Gennevilliers, quand il a vu que les Palestiniens et les Israéliens, devant tous ces Allemands, ces Danois, ces Italiens, ils se sont sentis tellement proches les uns des autres qu'ils ont décidé de faire leur film en commun. Et donc, ils viennent main dans la main, les deux jeunes filles sur la scène, présenter le film israélo-palestinien que eux ont décidé de faire parce qu'ils ne se sentaient pas de le faire chacun séparément. Ils avaient tellement de choses en commun qu'ils ont présenté leur film sans le dire à personne. Nous, on était pas au courant. Oui. C'était absolument fabuleux. Mais il y a aussi une affectivité qui vient du passé commun, qui est refoulée, qui ne demande qu'à s'exprimer. J'ai vécu une expérience extraordinaire à Rosh-Pina. J'ai croisé 2 femmes dans la rue, 2 femmes simples, d'origine marocaine. Alors, on a commencé à parler en arabe. Je leur ai dit que j'étais né en Algérie, etc. Elles m'ont invité à prendre un café chez elles. Mais comment te dire? Mais j'avais l'impression d'être avec mes tantes. Parce que dès que je suis rentré chez elles, tout de suite, cette fébrilité de faire plaisir. Qu'est-ce que tu veux? Un jus de raisin? Des fruits?
tu n'as peut-être pas mangé. J'ai trouvé cette jubilation à faire plaisir, à accueillir, à mettre à l'aise. Et un autre aussi, dans le même ordre d'idée, un truc que je trouve assez émouvant en Israël, c'est que parfois, quand je leur dis qui je suis, d'où je viens, il y a tout de suite, en une fraction de seconde, une mécanique qui se dit « Ah, il doit penser qu'on le regarde avec hostilité. Donc, il faut qu'on lui montre que ce n'est pas vrai. » Et alors, il y a une surenchère, mais sincère, pas surjouée, une surenchère, une mise en forme, en geste d'une hospitalité vraiment extraordinaire. Écoute, c'est peut-être ça le secret de ce qui va être l'ouverture vers quelque chose, parce qu'effectivement, ce rapprochement-là, c'est un potentiel. Comment mettre ce potentiel en œuvre? Parce qu'il existe, il est là, il est présent au quotidien. Alors, là, j'en ai fait ma religion. Je pense que mais justement, par rapport à ça, est-ce qu'on peut intervenir parce que c'est un peu idéaliste de penser comme ça. C'est un peu idéaliste, hein, parce que les affrontements qu'il y a eu au mois de mai, ils ont été issus dans les villes mixtes, hein, à Lod, à Jaffa, etc. Ah non, mais je ne fais pas je parle d'expérience de ségrégation des populations. Donc, pas d'éléments de vie commune, mais ça n'empêche pas qu'il y a des frictions, des affrontements, des ségrégations spatiales immobilières en Israël. Oui, Olivier, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Oui, il n'y a pas que ça, on ne parle que de ça, il n'y a pas que ça. Elle a été considérée comme une ville de vie commune judéo-arabe. Il y a eu des affrontements très graves. Donc, oui, voilà. Mais parce qu'il y a le problème qu'il y a, et j'allais conclure, c'est que ma conviction, ce n'est que la mienne, c'est que ce n'est pas la différence de religion qui fait un problème, ce n'est pas la différence de langue qui fait un problème, ce n'est pas la différence de nourriture, c'est la différence de droit. C'est le fait de ne pas avoir les mêmes droits qui crée des problèmes. Tout à fait. C'est tous les débats sur l'apartheid en Israël, c'est exactement ça. Et puis, il y a aussi l'instrumentalisation des religions. J'ai une question aussi, parce que sur l'histoire, dans l'histoire d'Israël, c'est la première fois qu'il y a un Premier ministre. Alors, cette coalition, bon, chacun sait, hein, du parti RAM, proche des frères musulmans, jusqu'à la droite de Naftali Bennett, hein, sioniste religieuse, bon, en faveur des implantations de la colonisation, disons. Et en même temps, c'est la première fois que c'est un juif pratiquant portant une kippa. Voilà, alors, à ton avis, à votre avis d'ailleurs, quel impact ça peut avoir, ça, d'avoir un Premier ministre pratiquant, une partie du gouvernement pratiquant? Ça n'a aucun impact ou ça peut jouer un rôle? Tu sais, on disait à l'époque que Ehud Barak avait raté sa négociation avec Arafat, pas à cause de ce qu'il proposait, mais par rapport à la rupture culturelle dans laquelle il était avec Arafat, étant ashkénaze d'origine polonaise, et que quelque part, le fait qu'il y ait quelqu'un qui porte une kippa vis-à-vis, on voit d'ailleurs qu'il y a le représentant du parti musulman, le parti islamiste de palestinien qui est entré dans la coalition, c'est aussi peut-être parce que ce Premier ministre porte une kippa. Ah, c'est pour ça, moi j'ai peur que tu m'appelles pour me demander. Les gars, Jacob, voilà. Oui, alors, toujours sur Ehud Barak, le rabbin Melchior, que vous connaissez sans doute, qui a été ministre, qui est député, donc tout le combat de sa vie, qui sera à notre forum, hein, il aura droit à 12 minutes, eh bien, tout le sens de son engagement, c'est justement les religions et le conflit israélo-palestinien. Ce qu'il dit, c'est que Ehud Barak était, lui, très agnostique, a pris cette revendication de souveraineté sur l'esplanade des mosquées et le mont du Temple, alors que ça n'était absolument pas demandé par les religieux, mais il a voulu, peut-être pour des visées électoralistes, apporter cette revendication qui n'était pas demandée par les religieux et qui explique une bonne part de l'échec de Camp David en 2000. Alors, celui qui connaît bien cette question, c'est Menachem Klein. Il m'a raconté toute l'histoire parce qu'il était conseiller religieux de Barak. Il a écrit d'ailleurs un livre. Et il m'a dit, j'ai dit à Barak, ne touche pas ce que ni Ben Gurion, ni Golda Meir, ni Moshe Dayan n'ont touché.
c'est une bombe atomique, la question des lieux saints, parce que les absolus ne se négocient pas, il n'y a pas de compromis, ça va faire une guerre de 1000 ans. Dans les obstacles religieux, il y a des obstacles théologiques qu'il faut connaître, et puis il y a aussi des Et donc, Barak, des à la obstacles symboliques. surprise de Menachem Klein, Barak a sorti la question Oui. de la souveraineté sur le mont du Temple, Et donc, il y a un côté symbolique. qui a et rendu furieux Menachem Klein, qui a écrit tout un livre là-dessus. voilà, un côté tout de suite très passionnel, vu l'importance de ces lieux symboliquement. Voilà.